Bonjour à tous, je suis Manon Friedman, consultante chez Argon & Co et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire dont la problématique est celle qui s'affiche à l'écran, produire plus ou plus vite sans investir, comment la data met-elle fin aux idées reçues? Comme vous le voyez, je suis très bien accompagnée aujourd'hui puisque nous sommes 3 consultants du cabinet Argon & Co et nous avons 2 invités qui sont des directeurs industriels, Florian et Jean-Christophe. Florian et Jean-Christophe, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous? Évidemment. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Buzy, je dirige des opérations depuis 2012 sur des opérations qui varient entre 20 millions d'euros et 250 millions de chiffre d'affaires et 200 personnes à 600 personnes. Différentes entreprises qui maîtrisaient différents procédés, de l'usinage, de l'assemblage, du test et du traitement de surface, donc des sujets divers et variés. Et je suis très heureux de participer à ce webinaire parce qu'on va enfin répondre à la question qui hante toutes les opérations, comment produire plus en investissant peu ou pas. Donc très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et Jean-Christophe. Donc bonjour à tous, je suis Jean-Christophe Caboara, je suis à la direction des opérations de la société Saveur Cristal, qui est une manufacture basée à Rueil-Malmaison, où on fabrique des bouchées apéritifs pour le professionnel de la restauration. La thématique du jour est au cœur de nos préoccupations. Et donc Camille et Christian. Bonjour à tous, donc mon nom est Camille Besson. J'ai travaillé 10 ans en aéronautique et en défense sur des sujets d'amélioration continue et management de la qualité. Et j'ai depuis rejoint le cabinet Argon & Co. On travaille sur des sujets pour aider nos clients sur les sujets de performance opérationnelle, notamment auprès de Christian. Merci Camille. Donc mon nom est Christian Mertz. J'ai commencé ma carrière avec une expérience dans l'industrie. Donc pendant 13 ans, j'étais ingénieur qualité dans l'automobile, puis responsable qualité dans le médical. Ensuite, j'ai rejoint GE où j'étais master black belt, puis directeur des opérations. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le conseil où j'ai passé les 20 dernières années, toujours dans des problématiques d'amélioration des performances et très souvent d'augmentation des volumes de production sans investissement. Pour répondre à cette problématique pleine de promesses, on a décomposé en 3 grandes parties le webinaire. Donc une première où on va un peu planter le décor grâce à nos 2 industriels, Jean-Christophe et Florian, qui vont nous parler des enjeux, des problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui et des initiatives qu'ils mettent en place pour y faire face. Dans une seconde partie, on parlera des idées reçues qui participent justement à freiner ces initiatives. Et enfin, on expliquera en quoi la data permet de surmonter ces idées reçues. Comme vous l'aurez compris, c'est grâce à la complémentarité des entreprises de nos 2 acteurs qui font face aujourd'hui à un fort ramp-up que nous allons adresser la première partie. Et dans la seconde, nous verrons comment la méthode StableOps permettrait de répondre aux problématiques rencontrées justement par Florian et Jean-Christophe. Est-ce que, Florian, tu pourrais nous parler un peu justement de ces problématiques que tu rencontres actuellement dans le secteur dans lequel tu interviens? Évidemment. Donc, dans mes expériences passées, j'ai principalement managé des entreprises dans l'aéronautique. Et comme vous l'avez vécu comme moi, on a traversé l'épisode Covid. Et cet épisode Covid il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase de peur qui a ralenti les activités où on a perdu au final beaucoup de compétences qualifiées. Et on a eu une seconde phase, la reprise post-Covid, où tout le monde est reparti extrêmement rapidement et on a dû faire face à des ramp-up sévères. L'industrie du data center, qui, un peu dans le même contexte, un ramp-up et une croissance très très forte. Et au final, les 2 industries sont différentes, mais elles ont les mêmes problématiques à gérer. Donc voilà aujourd'hui la situation qu'on fait face. D'accord. On sont de bonnes problématiques, les problématiques de ramp-up. Il me semble, Jean-Christophe, que tu es dans la même situation, oui, malgré les différences de secteurs, de vos secteurs respectifs. Je partage. Pour contextualiser, en 2024, l'enjeu principal, c'est un enjeu commercial chez nous, avec une nécessité d'aller chercher des clients complémentaires, élargir notre portefeuille. Et en cascade, on a forcément des enjeux de production avec une nécessité de mettre à disposition cette matière. Donc ça veut dire gagner en capacité de production, tout en maîtrisant notre prix de revient industriel, nos marges, et puis à qualité identique.
Donc pour ça, voilà, on a intégré du nouveau personnel. On continue encore une fois à les intégrer, enfin encore actuellement. Et puis on travaille également sur l'augmentation de nos performances, donc toujours aller chercher du bénéfice en production. Et ensuite on rencontre aussi quelques difficultés, des difficultés qui sont liées principalement mix produit chez nous. C'est-à-dire d'un produit à un autre, on a vraiment des schémas de montage et des schémas d'assemblage qui sont vraiment différents. Et puis également, on a de la variabilité qui existe au sein de nos opérateurs. Pour le même niveau de formation, on peut avoir des opérateurs sur des actions techniques comme le pochage par exemple, ou la dépose de décors qui vont vraiment varier d'une personne à une autre. Donc problème de variabilité. Et puis une autre problématique, c'est la maîtrise de nos achats. Donc la disponibilité des matières premières, qui doivent être achetés aussi à un bon prix, parce que ça a un impact sur notre prix de revient industriel. Et ça, aujourd'hui, avec le contexte économique qui peut être parfois ressenti, encore instable. C'est très intéressant, et cette industrialisation n'est pas du tout incompatible avec l'artisanat et ce savoir-faire très spécifique. Dans de nombreuses maisons de luxe, par exemple, mais aussi des ateliers de petites séries, dans la parfumerie, on fait ce choix pour être plus robuste et tout en préservant leur savoir-faire unique, ce qui fait leur différenciation en fait. Et on voit ça dans de nombreux secteurs où en fait le contexte actuel met face à presque tous les industriels à des challenges quand même très subtils. Hein, donc la fluctuation importante des prix des matières et la difficulté à parfois même se procurer les matériaux, les matières premières, le climat géopolitique qui est très incertain, fluctuation de la demande. Alors c'est post-Covid, mais ça n'a pas vraiment, ça ne s'est pas stabilisé depuis. Dans la cosmétique par exemple, dans l'horlogerie, ou des fortes hausses comme dans l'aéronautique, dans les data centers, dans la défense, qui doivent augmenter drastiquement leur capacité de production. Et finalement, le dernier point que vous mentionnez, c'est la difficulté de recruter de la main-d'œuvre qualifiée, avec un turnover de plus en plus important. Et donc finalement, on ne peut même pas effectuer le transfert des compétences qu'on voudrait effectuer à la cadence souhaitée et nécessaire du fait de ce turnover très rapide. Donc beaucoup d'industries, en fait, dans des secteurs très variés, font face à ces mêmes pressions et surtout l'augmentation de leur volume de production et des cadences qui doivent aujourd'hui augmenter considérablement. Effectivement, ça nous permet de bien situer le contexte actuel de l'industrie, quel que soit le secteur. Donc, on va demander à nos invités de nous dire comment, aujourd'hui, ils font face à ces problématiques et tous ces enjeux et challenges qu'ils doivent relever. Alors du côté de Savoir Cristal, on a travaillé sur l'humain, on a travaillé sur comment fédérer. Et le fait d'avoir intégré les équipes depuis l'année dernière sur ce type de projet, ça a permis également d'affiner plus nos données. Auparavant, on était sur des cadences uniques sur un produit. Désormais, on a réussi à attribuer des cadences de fabrication par atelier. Donc, avoir bien sûr plus de données affinées, et donc plus de possibilités d'agir sur l'augmentation de nos rendements. On avait un peu ce même sujet. On avait une situation où on était en retard, on avait des problèmes à livrer. Donc on a des clients qui au final priorisaient ce qu'ils voulaient voir sortir de chez nous. Et nous en face, pour répondre à ces demandes, on mettait des plans d'action ponctuels et ça ne marchait pas bien. On avait un manque de cohérence, nos employés adhéraient pas puisqu'ils voyaient qu'un coup on allait à droite, un coup on allait à gauche. Donc au final, on a étudié un peu tout ça et on a surtout lancé une démarche d'amélioration continue où on a voulu mettre en place ce qu'on appelle de la supervision active. En gros,
on a voulu responsabiliser le personnel dans leurs ateliers pour qu'il y ait une transparence qui se crée dans les attentes des clients et ce que nous, on est capable de faire. Et cette supervision active permettait de détecter rapidement les écarts par rapport aux standards et de pouvoir réagir rapidement, mais aussi de pouvoir redescendre au niveau des opérateurs, des chefs d'équipe, les décisions de la réaction. Et donc ça a permis de fédérer, mais aussi d'embarquer le personnel, ce que tu décrivais. Oui. Et grâce à cette démarche, on a pu réellement créer de la satisfaction client. Donc voilà comment l'initiative qu'on a mis en place. Merci pour ces éléments. Ça nous permet de faire la transition sur la partie qui concerne les idées reçues, justement. Alors, vous semblez assez mature dans vos approches que vous décrivez, en distinguant finalement comment d'un côté augmenter encore davantage les bons jours, qui ne marche pas toujours, de pousser les équipes, de vouloir en demander plus, et comment d'un autre côté traiter les causes spéciales des mauvaises journées, et plutôt éliminer les mauvaises journées pour pouvoir produire plus. On voit partout de nombreuses initiatives qui sont lancées, parfois des plans d'action à ne plus en finir, mais la motivation décline assez vite, par manque parfois de résultats tangibles et rapides, alors que les efforts qui sont mis en œuvre sont vraiment importants, et un sentiment d'impuissance finalement, de se retrouver par rapport à des causes, à des leviers qui nous semblent hors de notre contrôle, qu'on ne peut pas influencer. Et on observe 3 grandes idées reçues dans de très nombreux domaines, qui freinent finalement les initiatives d'amélioration, alors qu'il existe des moyens de les contourner. D'abord, comme dit dans le titre, que l'augmentation de production passe par des investissements. Ce n'est pas obligatoirement le cas. Deuxièmement, on ignore très souvent dans l'amélioration continue des incidents isolés. On ne va même pas faire de recherche de causes racines, parce qu'ils surviennent très peu souvent, donc ils sont isolés, ça ne sert à rien de creuser. Alors qu'en fait, les symptômes, eux, sont peut-être isolés, mais les causes racines derrière, qui sont à l'origine, ne le sont peut-être pas. Et ça, on peut seulement le savoir en allant chercher la cause racine, la trouver, la comprendre, même quand les symptômes sont isolés. Et le troisième, c'est son nom coupable habituel, nos usual suspects, qui reviennent toujours. C'est l'absentéisme, c'est le manque de capacité, c'est le manque de budget, c'est les problèmes d'approvisionnement. Tout un tas de facteurs et de causes qui en fait sont hors de notre contrôle et donc finalement sur lesquels on ne peut pas agir et donc on ne peut rien y faire. Alors si on les reprend un par un, donc le premier point que tu as abordé, c'est de dire que pour augmenter finalement mes volumes ou pour produire plus vite, je dois forcément passer par des investissements lourds. En fait, ce principe-là est vrai si on considère qu'une capacité, c'est une valeur unique. Sauf qu'on peut aussi considérer une capacité comme une moyenne qui cache derrière une vérité beaucoup plus riche, variée, où on va avoir les meilleures performances et des jours où je vais avoir des moins bonnes performances. Et donc on a 2 choix, c'est soit mettre beaucoup d'énergie à challenger les meilleures performances, ou alors chercher à traiter les sous-performances. Et la question finalement c'est quel est le moyen le plus facile et qui est disponible avec nos ressources. Donc si je prends la comparaison avec le bac, si vous voulez passer de 8 à 12 au bac, vous avez 2 options. Soit vous passez de 16 à 17, ou alors en maths, ou alors vous prenez le sport et vous passez de 2 à 12. Bon, moi je vais acheter une paire de baskets et je commence l'entraînement. Et en fait, l'idée c'est un peu ça, c'est de mobiliser son énergie pour chercher à améliorer les moins bonnes performances plutôt qu'à challenger les meilleures performances. Jean-Christophe, on a eu la chance de visiter tes locaux avec Christian et Camille. Il me semble que tu as mis en place des initiatives qui vont dans ce sens. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement. On parlait donc par rapport à la notion de valeur unique. Je parlais aussi tout à l'heure de rendement. La distinction des rendements cuisine et assemblage, c'est l'exemple type. En fait, auparavant, on avait un rendement donc par article qui a été défini de manière empirique. Qu'est-ce qu'on a réalisé sur l'année précédente? Donc du coup, apparition d'une valeur unique. Et le fait d'aller chercher plus d'informations, ça a permis d'avoir plus de détails, forcément plus de données. Et ça a fait apparaître qu'il y avait
vraiment une différence entre les deux ateliers, ils n'allaient pas du tout au même rythme. Et surtout, on avait un atelier qui était plus robuste que l'autre. En cuisine, concrètement, il y a plus de robustesse. Et puis, côté assemblage, on avait de la variabilité, comme ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, le fait de voir apparaître plus de données, ça permet également d'aller se concentrer sur les sous-performances et essayer d'aller chercher les causes de ces sous-performances. Tout à fait, c'est très... En fait, c'est très intéressant de passer à une maille plus fine. Plus on passe à une maille plus fine, plus on va voir le détail de mes sous-performances, mes meilleures performances. Et c'est ça qui va permettre d'augmenter la moyenne, finalement. Sur la deuxième idée reçue qu'avait citée Christian, c'était le côté, finalement, il n'y a pas besoin de passer beaucoup d'énergie sur mes problèmes qui sont isolés. Ils n'apparaissent qu'une fois. Et après, on se dit, on parie un peu sur l'avenir en disant faible proba que ça revienne. Sauf que si je prends un exemple très concret qu'on voit en horlogerie, en aéro et je suis sûre dans plein d'autres secteurs, si je prends un exemple j'ai une personne qui cherche un outil qui n'est pas disponible tout de suite. Donc là, j'ai ma prod qui s'arrête pendant 1 heure. On va chercher, on va trouver un outil backup et finalement, on va même s'en réjouir en disant finalement, ma prod repart 1 heure après, tout le monde est très rassuré, on ne va pas plus loin et on enchaîne. Sauf que si on ne se pose pas la question de pourquoi mon outil n'était pas disponible, en fait, il va se passer 2 choses. Dans un premier temps, on risque quand même de la cause racine qui n'est pas traitée peut aller un jour jusqu'au bout. Et si mon outil n'est pas disponible, je prends un outil qui n'était pas dans mon standard, on peut très bien avoir un jour un choc entre ma pièce et mon outil et aller jusqu'à le moyen qui est indisponible. Et avec un peu de chance, ça va tomber sur mon poste goulot en plus. Et si on ne va pas identifier la cause racine qui est là, par exemple, un 5S qui n'est pas déployé dans mon stockage d'outils, cette cause racine peut déclencher un autre problème isolé qui lui-même va déclencher un autre problème plus important après. Par exemple, mon outil n'était pas dispo pendant 1 heure, ça a déclenché 1 heure d'attente sur le poste et après rallonger le temps de cycle et aller jusqu'à un retard livraison. Donc c'est vraiment important de mettre de l'énergie sur ces symptômes isolés. Et en fait, quand on dit ça, en fait, on évolutionne pas le monde, mais l'important, c'est de mettre la même rigueur méthodologique qu'on a dans les méthodes classiques, Lean Six Sigma, qu'on va réserver souvent dans les symptômes qui vont être très impactants, et de le faire sur des problèmes qu'on juge pas impactants tout de suite. Mais il faut vraiment, plus on creuse, plus on affine notre champ de vision, plus on va avoir un seuil de réactivité qui va être élevé. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place notre système de supervision active pour qu'on ait au plus tôt les écarts au standard et que notre réaction soit immédiate et pas laisser courir des sujets, comme tu l'as dit, où c'est bon, on a résolu le problème ponctuellement et 1 heure après, 2 heures après, on va retrouver ce problème-là. Ça permet surtout d'éviter l'effet boule de neige. Et de notre côté, on a également des situations qui apparaissent, c'est pas rare dans nos métiers. J'ai relevé deux exemples. Le premier, c'était un problème de précision d'une machine de découpe que nous avions. Et le fait d'être sur le terrain, bien sûr, on a fait du correctif pour pouvoir agir vite, redémarrer vite. Mais le fait d'être sur le terrain, ça a permis aussi d'identifier que ce sujet machine était aussi lié à des ajustements que nos opérateurs pouvaient réaliser en cours de production parce que plus confortable ou parce que d'un point de vue visuel, ils trouvaient qu'il y avait une déviance. Donc du coup, l'ajustement se faisait. Et c'est du coup, grâce à ces observations, qu'on s'est dit arrêtons le curatif, travaillons sur l'information qu'on doit faire passer auprès de nos opérateurs pour mieux les qualifier, parce que cette intention de venir régler des outils, c'est applicable sur l'ensemble des ateliers. Ça, c'était le premier exemple. Et deuxième exemple, on parlait de variabilité tout à l'heure. On s'est aperçu que, donc, il existe bien entendu des grosses variabilités d'un opérateur à un autre sur le même niveau de qualification, parce que plus de dextérité ou parfois un petit peu moins. Mais on s'est aperçu aussi qu'on pouvait avoir des sous-performances sur des personnes qui étaient d'ordinaire très qualifiées et plutôt à l'aise. Et ça, c'était lié à des phénomènes d'épuisement, parce que l'activité de pochage, c'est quand même ça peut être physique parce que très répétitif. Et donc du coup, ces sous-performances étaient clairement liées à une mauvaise appréhension en fait, des ordres de fabrication qui étaient lancés, la succession d'activités. Donc la cause racine n'est pas réellement la productivité
de nos équipes, mais plus la planification. Donc, l'idée maintenant, et c'est systématique chez nous, c'est d'intégrer le chef d'atelier cuisine et également la production pour pouvoir valider les ordres de fabrication qui soient plus cohérents sur une journée, voire même sur une semaine. Donc ça, le terrain nous permet d'avoir de meilleures prises de décision, encore une fois. C'est très intéressant parce que là, ton point, quand tu dis l'opérateur qui est épuisé, ça rejoint un peu la troisième idée reçue, qui est de dire, à un moment, on va mettre de l'énergie, mais on arrive à des facteurs qui sont un peu immuables finalement, et donc totalement la fatigue des opérateurs. On a l'absentéisme aussi. Alors évidemment que si on a beaucoup d'absentéisme, à un moment, ça impacte la production. On finit par avoir des machines qui s'usent. L'humain n'est pas infaillible, donc on a des facteurs comme la fatigue. Mais en fait, on se rend compte qu'en combinant terrain et data, et surtout en remettant le terrain au service de la data avant l'inverse, on va avoir des conclusions beaucoup plus fines, des corrélations plus fines. Là, par exemple, sur l'opérateur qui va être fatigué, moi j'ai travaillé dans une entreprise où on avait 50% de la non-qualité qui était facteur humain, donc on se mettait typiquement fatigue opérateur, ou alors erreur de saisie, alors évidemment ça arrive à tout le monde, mais en fait, en faisant vraiment un focus sur le terrain et en se mettant à la place de la pièce, qu'est-ce que voit la pièce à chaque étape, on se rend compte qu'on a pu passer de 50% à 30% en traitant des problématiques comme l'ergonomie qui va être sur les postes. Voilà, sur travailler vraiment la répétitivité, les erreurs de calcul sur les réglages de mes outils, regarder l'étape d'avant sur comment je prépare les outils, les jauges, etc. Donc voilà, il faut vraiment être terrain avant data. Ouais, c'est ce que tu appelles le terrain au service de la data, du coup. Oui, okay. Exactement. Oui, ça veut dire qu'effectivement, l'enrichissement qu'on a en nouvelles données, grâce à des nouveaux systèmes de plus en plus accessibles, ne doit pas faire perdre de vue que la production, c'est sur le terrain, donc c'est avant tout quelque chose de physique. Il y a une transformation physique, et c'est ça la réalité terrain. Et pour que l'analyse des données soit pertinente, il faut que cette data reflète la réalité physique du terrain. Donc il faut revenir au basique, très souvent, pour pouvoir tirer des conclusions pertinente de toute cette pléthore de data disponible de plus facilement et de moins en moins cher aussi. Il faut savoir l'exploiter et là il faut revenir très souvent aux trois réels pour leur rigueur méthodologique et pour être certain que les corrélations, les analyses qu'on peut faire soient pertinentes et qu'on peut les utiliser pour prendre des décisions et des actions qui vont faire améliorer les résultats. Moi, sur ce point-là, j'ai un exemple qui est assez risible à la fin, mais on avait notre service planification qui nous alertait, attention, il faut absolument installer un nouveau bain. Bon, pour l'entreprise où je travaillais, c'était quand même un investissement. Attention, il faut y aller. Et malgré tout, on ne le ressentait pas, ce besoin. On ne le ressentait pas, ça ne se sentait pas... Donc on a fait une observation de terrain avec les managers de l'entreprise et on a regardé ce bain-là en particulier. Au final, on s'est aperçu qu'il était très peu exploité, je veux dire de l'ordre de 50%. Mais au final, le paramétrage dans le système comprenait le temps de passage bain et le temps de préparation manuelle. Et en effet, il y avait bien de l'encours devant le poste, mais plus dû à la préparation manuelle. Donc au final, au lieu d'investir dans un bain, on a tout simplement formé un nouvel opérateur sur la partie de marouflage et on a dégoulotté notre ligne de production en différence cet investissement bain qui, je l'espère, aura lieu. Ce sera bon signe. Mais voilà, en effet, la data, c'est un fait. Aller voir sur le terrain ce qui se passe et est-ce qu'il y a une corrélation, c'est nécessaire, c'est un b.a.-ba, quoi. Effectivement, on avait dans le même ordre d'idée un client qui avait fait lui des analyses aussi de causes et qui nous remontait une corrélation de 70% entre l'absentéisme sur une journée donnée et les volumes produits. Donc ça paraît évident, c'était des assemblages semi-manuels, donc plus j'ai d'absents, moins je vais produire. Mais en analysant et en observant de plus près, on s'est vite rendu compte que c'est pas en fait le nombre d'absents qui posait problème, mais c'est l'absence d'une compétence clé, et en fait que certaines compétences critiques n'étaient pas disponibles. C'est ça qui déclenchait des baisses de volume.
et pas le nombre brut finalement de personnes qui sont disponibles. Donc des besoins de formation, de développement des compétences, bien entendu. Et le deuxième élément, c'était l'absence de standards en mode dégradé. Donc lorsqu'on est en sous-effectif, quel est d'office le standard que je vais utiliser, comment je vais prioriser mon travail, plus que finalement voilà, le nombre d'absents brut lui-même qui n'était pas une variable critique. L'obtention de nouvelles données, ça va effectivement nous permettre d'aller plus loin, d'avoir des résultats plus rapidement, mais on a déjà des gains de production avec un simple bâtonnage, avec un reporting à la main, donc ça ne doit pas nous empêcher de démarrer, mais il est certain que des progrès sont plus rapides avec des systèmes de mesure de production en temps réel, qui permettent aussi d'anticiper les problèmes, les retards et les écarts, et d'identifier tout de suite quand il faut être sur le terrain pour comprendre l'origine du problème. Tout à fait. Si on reprend les 3 points essentiels pour réussir à augmenter ses volumes ou produire plus vite son investissement, le premier point, donc, c'est de chercher à mettre de l'énergie sur les sous-performances plutôt que de chercher à améliorer les meilleurs. Deuxième point, c'est mettre autant de rigueur méthodologique sur les problèmes que l'on va croire isolés et aller jusqu'au bout, comprendre ce qui se passe derrière ces problèmes-là. Et le troisième point, c'est de réussir à combiner la data et le terrain dans le bon ordre pour en tirer finalement les conclusions les plus fines. Et alors nous, ces 3 points-là, en fait, on les réunit dans une méthodologie qu'on utilise chez Arguin & Co, qui s'appelle StableOps pour Stable Operations, donc qui répond à ces problématiques de volume, mais de façon plus générale, c'est une méthodologie qu'on va utiliser pour réussir à répondre aux besoins clients à isocapacité, avec les ressources disponibles. Et donc, si on reboucle avec notre problématique, Christian, est-ce que tu peux nous résumer comment la data nous permet de surmonter ces 3 idées reçues? Oui, alors on obtient des résultats assez impressionnants dans un grand nombre d'industries. Que vous voyez à l'écran, c'est le fruit de la méthode Stable Operations. On a très souvent 20-30% de volume de production supplémentaire. L'OTIF s'améliore, donc on réduit les délais, on réduit les retards, on élimine les pénalités de retard. Il y a bien entendu un impact très important sur la marge lorsqu'on fait 20-30% de production supplémentaire que l'on peut vendre à coût fixe identique. Et donc finalement, c'est grâce à la data et en voyant finalement des analyses qui nous amènent à des conclusions contre-intuitives qu'on n'aurait pas prises sans cela, sans cette observation fine sur le terrain, qu'on valide par des corrélations et qu'on arrive à montrer aux équipes sur le terrain finalement le gain auquel très souvent au départ pas grand monde ne croit, en disant qu'on va pouvoir produire 30% de plus sans investissement. Il y a toujours un petit écueil en termes d'acceptation, donc il faut forcément le démontrer. Et en s'attaquant à des causes contre-intuitives. Est-ce que tu peux nous présenter justement les résultats qu'on a pu obtenir chez différents clients grâce à la méthode StableOps? Oui, on a vu le cas chez ABB par exemple, qui n'est pas le premier venu en termes de méthode industrielle, qui est un grand groupe qui a des bases très solides. La méthode Stable Operations a permis de repousser de 8 ans un investissement dans une deuxième tour d'extrusion de câbles sous-marins que vous voyez. Elle a été construite depuis, et le groupe avait annoncé un investissement de 400 millions de dollars pour répondre à la demande en câbles haute tension. Et nous avons réussi avec Stable Operations à produire plus de 40% de plus dans l'ancienne usine et décaler d'autant l'investissement de 400 millions. L'investissement a été décalé, comme dit, de 8 ans parce que l'usine existante a réussi avec le même nombre de machines à répondre à la demande et à faire
plus de 40% de produits en plus. Je pense qu'on arrive au terme de nos discussions. On va garder un peu de temps pour répondre à vos questions. D'abord, est-ce que Florian et Jean-Christophe, vous en avez certaines avant qu'on passe Déjà, moi j'ai une remarque supplémentaire, c'est qu'on voit les résultats de la méthode et les chiffres que tu as montré, Christian. Mais en plus de ça, quand on analyse un peu la méthode, les employés doivent trouver une vraie satisfaction à plus avoir ces surprises de mauvais jours au quotidien, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est un très bon point. En fait, cette stabilisation de la production, ce sont vraiment eux les premiers bénéficiaires. Parce qu'ils savent en arrivant quel va être leur objectif, ils savent qu'il est atteignable, ils peuvent anticiper, on sait combien de matière on va consommer, combien de palettes vont sortir, combien de camions vont partir. On arrive à donner aux clients une projection sur exactement les volumes qui vont être produits parce qu'on élimine ces fortes fluctuations et surtout on ne demande pas aux employés de produire plus. On ne leur demande pas de battre des nouveaux records, de produire encore plus, mais on va les aider à éliminer les causes des mauvais jours. Donc la course à rattraper le retard, et c'est ça finalement qui pénalise tout le monde. On a un mauvais jour, ça crée des perturbations dans tous les sens, et on va les aider maintenant à trouver la cause et à éliminer la cause de ces mauvaises journées qui les font finalement... Tu as parlé du client, je pense aussi au contrôleur de gestion, mais en fait c'est tout l'écosystème qui bénéficie des résultats de la méthode. Oui, c'est la planification, c'est l'administration des ventes, ce sont les services commerciaux, parce qu'on sait que si on produit ce même nombre en évitant ces fluctuations, on va pouvoir répondre honorer nos promesses et devenir fiable envers nos clients. Oui, c'est important effectivement de venir crédibiliser rapidement aussi les projets qui sont mis en place, qui parfois sont regardés d'en bas de la part des opérateurs. Et lorsqu'on se rapproche d'eux et qu'on vient crédibiliser des projets comme ça, sans effort à fournir de leur côté, alors, on a tout gagné sur la cohésion et sur les augmentations. La petite phrase « encore une nouvelle initiative ». Oui, mais d'où l'importance d'être terrain, parce que quand tu lances un projet, tu vois, tu arrives avec ta chemise et que tu leur dis comment faire. En plus, avec les systèmes, les ERP, si tu n'es pas de terrain, nous, on avait des opérateurs qui, en fait, lançaient l'OF informatiquement, l'ouvraient et le fermaient en même temps, parce qu'ils n'avaient pas envie de démarrer l'ordinateur, faire les pièces et ensuite fermer le système. Tu vois, ils faisaient tous les EF et ensuite, alors du coup, dans les systèmes, tu avais des EF qui avaient un temps de données non 3 secondes. exploitables. Voilà, absolument non exploitable. Donc, l'importance d'être sur le terrain, ça permet de contextualiser la donnée, mais en plus, ça donne, je trouve, de la légitimité auprès des gens qui sont vraiment, finalement, clients de nos interventions. C'est ça qui est important pour cette méthode, c'est qu'elle elle fait bénéficier, elle va donner des résultats sur tout l'écosystème. Oui. Et en ayant des exemples comme ce que tu as décrit, Christian, je pense que nous, dans nos industries, ça donne envie d'appliquer la méthode. Alors, une première question. Dans quelles industries cette méthodologie peut-elle s'appliquer ? Toutes les industries. Ça va de la fabrication de câbles sous-marins, qui est quand même une petite niche, des câbles haute tension, au chocolat, au cacao, à l'outillage. Elle a été développée dans la plasturgie, donc à la fois des process continus, du batch, des process très automatisés, d'autres beaucoup plus manuels. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein, en fait. C'est l'amélioration continue, c'est la recherche de causes. Il n'y a pas de secteur où elle ne s'appliquerait pas. Et on n'est pas forcément sur de la production, on peut être aussi sur des opérations de maintenance. Exactement, ça peut être de la maintenance, ça peut être des chantiers où il n'y a jamais deux fois le même chantier, où j'ai pas d'opération répétitive, on est toujours dans des conditions différentes. Il y a tout de même un certain nombre de facteurs dans le processus et d'enchaînement d'étapes qui peuvent dévier par rapport au plan. Et qui peuvent être des causes donc de perte et de non-atteinte de l'objectif. Donc c'est vraiment une méthode qui s'applique à tout type de processus à partir du moment où on peut mesurer des volumes ou des temps. En fait. On a d'autres questions ? Oui, on a une question de l'auditoire à laquelle vous avez partiellement répondu.
Est-ce que vous auriez un exemple concret de l'utilisation de la data durant une de vos missions et des résultats qui en ont découlé? Oui, des exemples concrets, ce sont par exemple lorsque chez un fabricant de cigarettes, l'équipe s'attaquait, toute l'équipe d'amélioration continue s'attaquait aux micro-pannes, aux micro-arrêts de chaînes totalement automatisées, avec des très fortes cadences. Et donc, le MES, le système de production, donnait en tête de Pareto les micro-arrêts. Mais en fait, on s'est rendu compte, en faisant des observations terrain et des corrélations, qu'il y avait une corrélation très faible, de l'ordre de 17%, entre le nombre de micro-arrêts par jour et le nombre de cigarettes produites par jour. En fait, ce n'était pas du tout une cause des mauvais jours. Parce que j'avais des micro-arrêts, c'était une cause commune, et je pouvais avoir des très bons jours, avec des un nombre élevé de micro-arrêts, et je pouvais avoir des très mauvaises journées où il n'y avait pas forcément plus de micro-arrêts. Donc c'était une cause commune générale, et elle n'était pas du tout à l'origine des mauvaises journées de production. Donc c'était en fait contre-intuitif de leur dire, ben non, ce n'est pas l'arrêt machine qui va générer plus ou moins de production. Ben, si ma machine est arrêtée à 24 heures, je ne produis pas, soit. Donc c'est logique, plus j'ai d'arrêts, moins je produis. Mais dans ce cas-là, non, et ça arrive très souvent, chez un fabricant de capsules aussi, de café, de dosettes. Et effectivement, il n'y avait pas de corrélation entre les arrêts machines et le volume produit par jour. Ça permet d'un coup de focaliser les équipes d'amélioration sur d'autres sujets, mais d'où viennent... Alors donc là, on rentre dans un questionnement un peu différent. Donc, si ce ne sont pas mes arrêts machines qui sont à l'origine des mauvais jours, c'est quoi? Et donc on recherche des causes et on va trouver des corrélations. Et ça permet de refocaliser finalement les équipes, au lieu de s'épuiser à vouloir résoudre ces problèmes, sur les vraies causes des mauvais jours. En fait, tu t'appuies sur la méthode statistique Tout à fait. pour faire tes corrélations. Tout à fait. Avant d'engager des moyens. C'est la même personne qui posait la question de tout à l'heure sur l'utilisation de la data. Que préconisez-vous justement pour embarquer, mener la conduite du changement sur ces nouvelles pratiques? Quand on dit la première fois que ce ne sont pas les arrêts machines qui sont à l'origine des mauvais jours, bon, on est un peu challengé. Donc il faut la data. Ça, c'est certain. Il faut de la data en temps réel, à une maille fine, par machine ou par atelier et par jour, voire par équipe de production. Donc il faut pouvoir dire aux équipes de production, à la fin de leurs 8 heures, est-ce qu'elles ont gagné ou est-ce qu'elles ont perdu? Elles ne peuvent pas partir en n'ayant aucune idée où elles en sont par rapport est-ce que ma journée était bonne ou pas? Voilà, voilà. Sinon, on va voir un match, mais on n'a pas le score. Chaque fois que quelqu'un tire au but ou se rapproche de la ligne d'essai, c'est flouté et on part et on ne sait pas qui a gagné. Voilà. Donc on ne va pas souvent au stade si on ne sait pas qui a gagné. Donc ça, c'est très important. Après, je dirais que c'est très facile de fédérer les équipes terrain parce qu'on les fait bosser ensemble, comme dit tout à l'heure, à qu'est-ce qui leur pose problème à eux. Pourquoi j'ai une mauvaise journée, pourquoi je dois rattraper, pourquoi je fais des heures sup, pourquoi j'ai pas des retards. Personne n'est content quand on perd et quand on a une mauvaise journée et qu'on fait parfois la moitié de ce qu'on devait faire en termes de volume. Et là, on va s'attaquer sur le terrain à rechercher des causes auxquelles personne ne s'intéressait avant. Donc finalement, on va mettre le projecteur dans un coin qui est un peu sombre, on va avoir plein de poussière et on va très rapidement pouvoir y remédier. Pas parce qu'on est meilleur dans la résolution des problèmes, mais parce que personne ne s'est jamais attaqué à ces causes-là. On pensait des causes isolées. Voilà. Mais pour l'opérateur, là, pour le planificateur, pour la personne à l'administration des ventes, c'était un vrai problème. Sûr, parce que je pense que c'est ça qui va faire que ça reste. Oui, c'est l'acceptation d'abord. Donc on implique beaucoup le terrain. Après l'appropriation. Et nous, la désappropriation, et on fait des tests de pérennisation aussi durant le projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir pendant un mois, par exemple, en milieu de projet, voir quels sont les rituels, les recherches de causes que les équipes terrain continuent à faire d'elles-mêmes, qu'il y a d'autres choses qu'ils abandonnent peut-être, qu'il faut renforcer, et donc on a encore une phase d'accompagnement où on est certain qu'il y a vraiment une prise
de responsabilité et que le client, que les équipes terrain sont autonomes. Et ceci étant dit, on n'est pas obligé d'attendre 5 à 7 ans pour voir les premiers résultats de la méthode. Non, bien sûr, au bout de 3-4 mois, on a des gains en volume de production, très souvent de l'ordre de 10-15%. Et au bout de 8-9 mois, on a des gains de l'ordre de 20-30%. Est-ce que cette méthode est applicable à des temps de cycle élevés? On peut avoir des temps de cycle de plusieurs mois, mais on a rarement un produit qui reste dans une cuve plusieurs mois sans que rien ne se passe. Donc il faut regarder de nouveau, suivre le processus physique et analyser chaque partie du cycle, les parties de transformation, mais aussi les temps d'attente ou de transport. C'est parfois des temps de cycle très longs. Les produits doivent partir pour des tâches qui sont sous-traitées et puis revenir. Ça crée des temps de cycle parfois vraiment très longs. Mais on suit le process et on regarde la variabilité de chaque étape. Et comme dit, y compris des étapes de non-production, d'attente, d'emballage, de contrôle. Et après, on s'attaque aux étapes qui, dans ces temps de cycle très longs, ont les plus fortes variabilités pour les stabiliser. Et une fois qu'on a stabilisé chaque sous-étape d'un cycle très long, on va éventuellement essayer de réduire les cycles. Mais d'abord, on stabilise pour de nouveau être fiable et pour toujours pouvoir garantir un cycle donné à un client ou à la prochaine étape du processus, et pour être fiable et pour à chaque fois respecter notre cycle. Et après seulement le réduire. Pour aller dans ton sens, j'ai souvenir d'une value stream mapping qu'on avait fait. Et en fait, le temps de production de l'opération, c'était 2 jours et notre temps de cycle, c'était 27 jours. Donc il y avait 25 jours d'attente. Et je suppose que la méthode sur ce genre de sujet est efficace. Exactement, exactement. Et c'est très souvent entre 1 et 10% de valeur ajoutée sur un temps de cycle total. Alors on va devoir conclure. Merci beaucoup, merci à nos auditeurs et un grand merci à nos invités d'avoir participé à ces discussions. Si vos questions restent non répondues ou que vous avez envie de discuter de ces sujets avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Les fiches, email, numéro de téléphone s'affichent à l'écran.